à tous et donc bienvenue pour cette conférence qui est un TP de neurologie sur les examens complémentaires. Donc, je suis Théodore Soulier, donc je travaille à la Pied-Salpêtrière. Donc on va voir aujourd'hui trois grandes familles d'examens complémentaires en neurologie. Donc examens complémentaires bien sûr, donc biologique, radiologique et électrophysiologique. Et donc pour les examens complémentaires biologiques, on va voir donc surtout la ponction lombaire. Je dirais un petit mot des sérologies, mais c'est vrai que c'est à la limite du programme. En radio, c'est là où on va passer le plus de temps, donc surtout sur le scanner et l'IRM, à la fois cérébral et médulaire. Je dirais un tout petit mot de l'échographie, mais même chose, c'est un peu limite de votre programme. Et puis en électrophysiologie, je pense que c'est important de bien comprendre les principes de l'EEG et de l'EMG. Alors la ponction lombaire, déjà, pourquoi on fait des ponctions lombaires? Le problème du neurologue, c'est qu'il y a une barrière hémato-encéphalique, une barrière entre le sang et le cerveau, ce qui veut dire que quand on fait une prise de sang, on n'a pas accès à l'information biologique du liquide céphalorachidien, c'est-à-dire qu'il se passe des processus biologiques dans le cerveau qu'on ne peut pas avoir accès juste avec la prise de sang. La chance qu'on a, c'est que le même liquide céphalorachidien qui baigne le cerveau et la moelle épinière, heureusement, descend beaucoup plus bas. La moelle épinière, souvenez-vous, elle se finit en L2, mais si on fait une ponction lombaire, donc on va le revoir juste après, on pique habituellement en L4, L5, et on a la chance que dans le fourreau dural, il y a en fait du liquide céphalorachidien, donc on a accès au même liquide que celui qui coule dans le cerveau, sans toucher le cerveau ni la moelle. Donc c'est la prise de sang du cerveau, la ponction lombaire, il faut vraiment le comprendre comme ça. On le fait parce que c'est la prise du sang du cerveau. Et là, j'ai repris l'excellente recommandation HAS 2019, qui rappelle un petit peu dans quelles circonstances on le fait. En fait, on a la ponction lombaire assez facile sur des pathologies centrales. Dès qu'il y a une suspicion d'un mécanisme inflammatoire qui peut être infectieux, auto-immun ou même tumoral. On peut faire la ponction lombaire. Bien sûr, c'est la ponction lombaire qui pose le diagnostic de méningite. Si on va revenir là-dessus, donc méningite qui peut avoir plusieurs causes. On peut faire la ponction lombaire aussi pour des investigations de type vasculaire. Donc dans les céphalées brutales, il faut absolument éliminer une cause vasculaire de céphalée brutale. Et si on a un bilan radiologique qui est normal, on doit quand même aller normalement jusqu'à la ponction lombaire pour éliminer une hémorragie sous-arachnoïdienne dont la ponction lombaire est donc l'examen le plus sensible. Et puis enfin, on va voir, on peut aussi faire une ponction lombaire, à petit diagnostic, dans le cadre de la recherche de biomarqueurs comme un maladie d'Alzheimer. Et puis ça c'est un peu la limite de votre programme, mais on peut aussi utiliser la ponction lombaire pour mesurer la pression intracrânienne de manière indirecte. Donc c'est ce qu'on appelle la pression d'ouverture du liquide céphalorachidien et qui permet notamment il y a un critère important dans certaines pathologies comme l'hydrocéphalie à pression normale, où il faut qu'il n'y ait pas d'hypertension d'augmentation de cette pression d'ouverture, et qui peut permettre aussi, ce que vous voyez ici dans le deuxième paragraphe, d'être thérapeutique en retirant carrément du liquide dans l'hydrocéphalie à pression normale. Indication de la ponction lombaire. Quand est-ce qu'on ne fait pas une ponction lombaire? Grosso modo, il y a trois types de contre-indications. La première, c'est et la plus importante de tous peut-être, c'est vraiment le risque d'engagement. Donc l'idée, c'est que quand vous faites une ponction lombaire, vous allez créer un appel de pression en aval, au niveau du fourreau dural en L4, L5. Donc c'est une hypertension en amont. Du coup, vous risquez de précipiter en fait une ptose de l'encéphale ou décompenser une compression médulaire. Donc si vous avez une suspicion d'HTIC ou si vous avez une suspicion de compression médulaire, il ne faut pas la faire parce que en décomprimant en aval, vous allez précipiter les complications liées à la compression. Et donc, de là, vous comprenez un petit peu les critères cliniques, c'est-à-dire que tous les critères cliniques qui vous font contre-indiquer la ponction lombaire, c'est tous ceux qui font suspecter un processus expansif intracrânien qui pourrait être à l'origine d'une hypertension intracrânienne. Ça va être bien sûr des signes de localisation. D'accord, si vous avez des signes de localisation, vous n'avez pas envie de faire la ponction lombaire, parce que vous vous dites peut-être qu'il y a un processus expansif intracrânien qui, du coup, pourrait être responsable d'une HTIC et qu'en faisant la PL, je vais décompenser ça. Si vous savez qu'il y a une malformation d'Arnold-Chiari, qui est avec une ptose stéribelleuse, même chose, vous risquez de décompenser l'Arnold-Chiari avec un engagement au niveau du trou occipital au moment de la ponction lombaire.
les autres signes donc, cliniques, donc j'ai donc signes de localisation, troubles de la vigilance. Donc, même chose, s'il y a des troubles de la vigilance, vous pouvez suspecter qu'il y a une pathologie centrale qui est peut-être liée donc, à un processus expansif et donc qui risque, encore une fois, donc, de provoquer l'engagement si vous faites une PL. Et puis, donc, les crises d'épilepsie, même chose, parce que épilepsie, ça veut dire que forcément, il y a une irritation du cortex. S'il y a une irritation du cortex, il y a potentiellement, encore une fois, un processus expansif intracrânien. Donc, c'est ça, donc c'était les signes cliniques, hein, donc signes focaux, trouble de la vigilance et épilepsie, donc cet item-là. Et puis, donc, bien sûr, la révolte qui arrive, hein, malheureusement, on le sait pas toujours. L'infection au point de ponction, ça, c'est assez évident, hein. Si vous voyez, donc, vous avez une infection cutanée au point de ponction, vous n'allez pas faire une effraction qui va aller transporter le germe dans le système nerveux central en l'insérant dans l'LCR via la ponction lombaire. Et puis donc les troubles de l'hémostase. Alors donc ces troubles de l'hémostase, donc il faut plus de 50 000 plaquettes. On peut faire une PL sous cardégique. Maintenant, s'il y a possibilité de l'arrêter, c'est toujours mieux. On ne peut pas faire une PL sous anticoagulant, c'est très important. Pas de PL sous anticoagulant, donc ça, il faut forcément faire une fenêtre. Normalement, on ne fait pas de PL sous Plavix et on ne fait pas de PL sous bi-antiagrégation, évidemment, sauf si le pronostic vital est immédiatement engagé pour le patient. Dans tous les autres cas, c'est une contre-indication. Donc, vous retenez, donc la PL, elle est possible sous cardégique, mais c'est toujours mieux de faire une fenêtre si possible, et totalement impossible sous tout autre antiagrégant, sous association antiagrégant, et surtout complètement impossible sous anticoagulant. Comment on fait la PL? Donc ça se fait dans le cadre d'une hospitalisation, ça c'est important parce que du coup ça code forcément normalement pour hôpital de jour, hein, une ponction lombaire. Et donc on le fait donc la position, elle est à la discrétion du neurologue. Donc, on passe donc soit en L4, L5, soit en L5, S1, donc pour être vraiment bien en dessous du cône terminal, donc qui est en L1, L2. On peut la faire en L3, L4. Hein, ça, c'est la HAS qui dit que c'est possible. Bon, c'est toujours un peu plus dangereux parce que on risque si on fait une erreur sur la prise de mesure et des repères, on risque d'être plus proche du cône terminal. J'insiste beaucoup sur le fait, ça pourrait tout à fait faire l'objet de questions, sur le fait qu'aujourd'hui, les recommandations sont très claires sur le fait qu'il faut vraiment faire avec une aiguille atraumatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une extrémité tranchante en biseau, et avec introducteur, ce qui fait que vraiment l'effraction au niveau du fourreau dural est minime, et donc c'est vraiment quelque chose qui a montré une limitation des risques de complications. Le repos forcé au lit et l'hyperhydratation n'ont pas d'indication, hein, ces recommandations HAS. Les complications donc, de la ponction lombaire, vous avez donc le syndrome post-PL. Le syndrome post-PL, donc, il est secondaire à une fuite persistante du liquide céphalorachidien. Et donc le signe clinique évident, c'est la céphalée orthostatique, d'accord, donc qui correspond à un syndrome d'hypotension du liquide céphalorachidien. Donc, d'hypotension intracrânienne, excusez-moi. Donc, c'est exactement la clinique opposée à l'HTIC. Donc, dans l'hypertension intracrânienne, vous avez des céphalées qui sont majorées quand on est allongé pour des raisons hydrostatiques, alors que c'est vraiment flagrant chez les patients donc, qui ont une hypotension des guides céphalorachidien, c'est vraiment la céphalée orthostatique. Dès qu'ils se lèvent, ils ont mal, dès qu'ils sont allongés, ils ont pas mal. C'est vraiment à couper au couteau à l'interrogatoire en général. Ce qui est très important, c'est qu'il faut vraiment ne pas passer à côté d'une autre pathologie, hein, parce qu'on ne fait jamais une ponction lombaire pour rien. Donc, la raison pour laquelle vous avez fait la ponction lombaire, c'est peut-être la même raison qui fait qu'en fait, le patient va avoir par ailleurs une céphalée à côté. Donc, il ne faut surtout pas mettre à tort sur le compte d'un syndrome post-PL une céphalée qui n'a pas fait son diagnostic encore. Donc, ce qui vous permet de dire que c'est très probablement une céphalée liée à un syndrome post-PL, c'est vraiment qu'il n'y a pas de fièvre. Il n'y a pas de caractère brutal, c'est pas arrivé d'un coup cette céphalée, d'accord. Donc encore une fois, une céphalée brutale, c'est une céphalée qui est maximale en 5 minutes. Donc là, c'est quelque chose qui n'a pas de caractère brutal et qui est vraiment soulagé par les virus dorsal. Ces éléments-là, dans ce cas-là, bien sûr, il n'y a pas de signe de localisation, hein. Si vous avez en plus un signe focal, évidemment, vous ne pouvez pas dire que c'est juste ça. Donc, si vous avez donc ces éléments de réassurance, vous pouvez effectivement donc penser que c'est donc un syndrome post-PL. Et dans ce cas-là, donc on peut donner des antalgiques.
On va voir que le traitement, hein, si ça résiste dans les 48-72 heures, bah, du coup, c'est le blood patch. Donc, le blood patch, c'est quoi? En gros, donc, on prend du sang autologue, c'est-à-dire donc on fait une prise de sang au patient, et puis ensuite, on va aller, donc, c'est les anesthésistes qui font ça, ils vont aller faire une péridurale dans laquelle ils injectent en fait le blood patch, c'est-à-dire le sang du patient dans l'espace épiduraux, ce qui va avoir un double effet, un effet de pression, c'est-à-dire la pression qu'ils mettent va aller colmater la brèche, et puis surtout, bah, le sang lui-même va aller colmater la brèche qui a été faite par la PL. Donc, c'est le traitement de référence. Si ça marche pas, on recommence, mais on recommence pas 2 fois. C'est-à-dire que si on recommence, s'il y a besoin de plus de 2 blood patch, là, on est obligé de faire une imagerie avant, et à l'imagerie, on pourrait trouver donc ces complications qu'on voit ici, là, donc d'un syndrome d'hypotension donc intracrânienne. Donc ici, vous voyez, donc il y a vraiment une ptose de l'encéphale. On voit que le cerveau, il est comme affaissé. Et puis, donc là, vous avez des collections péricérébrales, hein, qu'on voit ici. Dans les complications possibles, donc on peut avoir des hématomes, en fait, des hématomes sous-duraux qui se créent par ce mécanisme de baisse de pression. On peut aussi avoir des thrombophlébite cérébrales qui se créent. Donc ça, c'est deux complications possibles, hein, du syndrome d'hypotension intracrânienne, qui peut compliquer comme ça une brèche à l'APL. Autre complication, les hématomes, d'accord, donc surtout s'il y a des troubles de l'hémostase, donc vous pouvez faire donc des hématomes, et donc c'est la raison pour laquelle il ne faut absolument pas faire une PL sous anticoagulant. Et donc en particulier, vous pouvez faire un hématome péridural ou épidural, c'est pareil, qui va aller donc faire un syndrome de la queue de cheval. On verra ça tout à l'heure avec l'IRM médulaire. Et puis donc bien sûr, hein, si vous ne respectez pas les règles d'asepsie, ou si vous faites une PL avec une pathologie cutanée ou un abcès au point de ponction, bah, vous pouvez créer une infection, du coup, une méningite iatrogène. C'est rarissime, mais ça peut exister. Maintenant, donc, on a vu donc quand est-ce qu'il fallait la faire, quand est-ce qu'il fallait pas la faire, quelles sont les complications et comment on traite ces complications. Mais maintenant, bah, vraiment, qu'est-ce qu'on tire de cette PL, parce que bon, quoi ça sert finalement. Bon, bah, pour ça, il faut bien comprendre donc, ce qu'on fait de l'APL. Donc, on envoie donc plusieurs tubes. On envoie un tube donc en bactériologie qui va donner donc la cellullarité. La définition d'une méningite, c'est une hypercellularité. Qu'est-ce que c'est qu'une hypercellularité? C'est plus de 5 leucocytes par millimètre cube. D'accord. Donc ça, c'est vraiment à la bactério où on va vous dire il y a plus de 5 leucocytes par millimètre cube. Et donc, c'est une méningite. Attention, hein, méningite et syndrome méningé, c'est pas pareil. Syndrome méningé, c'est clinique, donc c'est Kernick, Brudzinski, phonophotophobie, nausée, vomissement, raideur de nuque. Euh, il y a des syndromes méningés sans méningite et des méningites sans syndrome méningé. Par exemple, une méningite sans syndrome méningé, bah, si vous prenez une méningoradiculaite de Lyme, par exemple, donc qui va donner une atteinte surtout donc pluriradiculaire,